comment appréhender l'âge de la Terre, par exemple leur civilisation occidentale. Alors, on a longtemps utilisé la Bible, bien sûr, on utilise la Bible parce que c'est le livre de la vérité, et donc c'est pas du pipeau, et en plus c'est pas une vérité interprétée, c'est une vérité révélée. Alors là, c'est du béton. Et donc, en ajoutant les âges des patriarches décrits dans la Bible, des écoles ont cherché à connaître l'âge de la création. Alors celui qui est le plus connu, c'est Usher, au milieu du XVIIe siècle, qui dit que la création a eu lieu le 22 octobre 4004 avant Jésus-Christ. Alors d'abord, c'est le 22 octobre, il est précis, mais je n'ai pas tout mis. Il a dit que c'était à 9 h le soir. Ça, honnêtement, je ne sais pas comment il fait 9 h, comment il fait 22 h, le reste on peut deviner. Alors, Usher n'est absolument pas le premier à proposer cette datation, hein, c'est le 123e ou 127e à faire cette proposition. Alors pourquoi pourquoi son âge est retenu? Alors parce que, paraît-il, M. Usher savait très bien interpréter, lire la Bible dans le texte, hein, savait très bien lire les textes anciens, d'une part, et d'autre part, à mes yeux, c'est pas pour rien, il était archevêque. Donc forcément, quand on est patron dans l'église qui dirige, bref, quand on est le chef, les gens ont tendance à vous écouter. Et donc, on savait que 4000 avant Jésus-Christ, plus depuis Jésus-Christ 2000, la Terre a 6000 ans. Voilà, il était établi que la Terre avait 6000 ans. Donc, on savait que la Terre avait 6000 ans. Donc, on savait que la Terre a 6000 ans, c'était... Et puis à discuter, on le sait. Mais s'il y a une chose à retenir de tout ce jour, c'est ça. Retenons, la Terre a 6000 ans. On sait que la Terre a 6000 ans. Eh bien, à chaque fois qu'on entend « on sait que », on doit se dire qu'on n'est plus en science, on est en dogme. Hein? On sait que, si on sait que, un scientifique ne sait pas. Il interprète avec les éléments qu'il a à un moment donné, c'est ce qui est logique, c'est ce qui est cohérent, il prend en compte tous les éléments et c'est expliqué d'une façon cohérente, mais un autre élément nouveau risque de tout foutre par terre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne savait rien avant, ça veut dire qu'on prend en compte tous les éléments, alors qu'au contraire, quand on est dans un dogme, on sait, il n'y a pas à discuter, vous pouvez rajouter des éléments, ça ne change rien au dogme, le dogme est établi. Donc ça, c'est quand même important. Alors, on sait que la Terre a 6000 ans, Shakespeare, par exemple, l'avait utilisé, dans As You Like It, il dit « ce pauvre monde a, comme il vous plaira, ce pauvre monde a 6000 ans ». Alors on dit, bah oui, mais Usher c'est grand-breton, Shakespeare c'est grand-breton, c'est tout ça c'est grand-breton. Ben non, parce que vous voyez, ici on a donc un almanach de cabinet, c'est-à-dire un agenda de bureau, et vous voyez, on a l'an de grâce, en l'an de grâce 1743, il y a l'âge du monde ici, qui est indiqué, vous voyez, l'âge du monde, 7743, 1700 et 6000. Donc on savait partout que la Terre a 6000 ans, on sait que la Terre a 6000 ans. Voilà, et alors... On va dire, ah oui, mais ça aussi, c'est 1743, mon brave monsieur, on n'en est plus là. Ouais, on n'en est plus là. Sauf qu'il n'y a pas longtemps, là, c'était Noël. Et à Noël, il y a des chants que tout le monde connaît. Il est né le divin enfant, qui ne connaît pas, hein. Jouez au bois, raisonnez musette, il est né le divin enfant, chantons ce matin. Depuis plus de 4000 ans. Depuis plus de 4000 ans. Vous voyez? On a encore, c'est une chanson qui a été créée en 1874. Eh bien, là encore, on dit... Il y a 4000 ans, donc Jésus, hein, 2000, donc depuis plus de 4000 ans, voilà. Donc on le retrouve, vous voyez, c'est resté dans notre culture maintenant, la Terre a 6000 ans, et moins 4000, etc. Donc vous voyez, c'est... Alors je réinsiste, hein. On sait que... Alors c'est plus un scientifique. On sait que le climat, machin, ok, t'es plus un scientifique. On sait que la biodiversité, ok, t'es plus un scientifique. Si tu as des certitudes, si tu sais, alors c'est de l'opinion, c'est plus de la science. Voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Alors donc on comprend que les phénomènes visibles laissent des traces qui permettent de reconstituer une histoire et qui donnent l'accès à un temps ponctué de repères. On en dit toujours là, ponctué de repères. Parce qu'à la recherche du temps, c'est une notion fondamentale de l'approche de la nature. Le temps est ce qui caractérise l'approche du géologue. Parce que la biodiversité et les environnements actuels ne sont que la dernière image d'un film que nous cherchons à reconstituer. Et comme les anciennes images s'estompent, ou n'ont jamais été enregistrées, ou ont été effacées, eh bien le travail du géologue, c'est de restaurer ce film à partir de données fondamentalement fragmentaires, d'où ces méthodes spécifiques. Alors les observations des naturalistes avaient montré que lors des pluies, ça on a, je crois, appris ça à l'école primaire, hein, il commence à pleuvoir,
la pluie, l'eau coule, ça forme de l'érosion, elle emmène des graviers, elle emmène du sable qui est transporté, et puis quand ça se calme, ça sédimente, puis après il ne se passe plus rien, donc on a un petit dépôt très fin dessus, et puis on peut attendre la prochaine pluie, et puis donc on peut faire des petits repères dans les sédiments. Alors ça peut être vrai pour les pluies, mais ça peut être vrai aussi pour les saisons. Il y a des saisons plus humides que d'autres. Dans nos contrées, l'automne a tendance à être plus humide, et donc on peut repérer les saisons comme ça dans les vallées. Et donc ben, ça a été fait. Alors bien sûr ça existe au fond des lacs, des océans, etc. Et puis ça a été fait dans nos régions. Certains se sont dit, ben alors je vais m'amuser à compter là jusqu'à ma vallée. Et puis Buffon l'avait fait, par exemple. Buffon, c'était l'intendant du Jardin du Roi, ce qu'on appelle le Jardin des Plantes, le muséum aujourd'hui. Et il a fait ça en Bourgogne. Et puis il a trouvé que les vallées, et donc a fortiori la terre, avaient beaucoup plus de 10 000 ans. Alors il dit, ah, c'est bizarre parce que on sait que la terre a 6 000 ans. Et rien que ma vallée, j'ai plus de 10 000 ans. Alors je dis, ouais, bizarre. Et un autre monsieur, Jean-Étienne Guettard, qui lui était d'Étampes, personne ne connaît Guettard, mais c'était un très grand scientifique, donc il fait le même dans la vallée de la région d'Étampes, et il trouve aussi plus de 10 000 ans. Alors Buffon s'était dit, bah, bizarre, et Guettard dit, eh ben voilà, cette nouvelle méthode, elle ne marche pas. Parce que quand je fais ça dans la vallée, que je compte dans la vallée de la Juine, j'ai plus de 10 000 ans. Mais comme on sait que la Terre a 6 000 ans, ça veut dire que la méthode n'est pas bonne. Vous voyez, deux regards différents. Guettard était très religieux, janséniste, etc. Donc lui, il avait accepté le dogme des 6 000 ans. Donc il ne remettait pas en cause. Ça, il ne pouvait pas remettre en cause. Buffon était d'un esprit un peu plus libre, et il s'est dit, c'est bizarre. C'est parce que la superposition des couches, les unes sur les autres, correspondent à des âges différents, bien sûr. Hein. Généralement, les couches qui sont au-dessus sont les plus récentes. C'est là où les sédiments sont arrivés les derniers. Et puis, certaines couches, en certains endroits, servent de référence. Donc, certaines couches, à certains endroits, les géologues en discutant entre eux, mais il y en a qui travaillent dans la région de Paris, d'autres qui travaillent dans la région d'Étampes, et puis ils disent, ben toi, les couches que tu as à Paris, donc ils vont dire ben, tes couches du Lutétien, et l'autre va dire les couches d'Étampes, les couches du Stampien. Et puis donc, ce sont des ensembles de couches qui prennent donc des noms locaux, parce que ce sont des tranches de temps qui sont représentées par des couches. Et puis on s'est aperçu que ces couches, bon, on pouvait toujours les repérer, les caler par rapport à ces couches d'Étampes, ou par rapport à ces couches de Paris. Ça devient des références, ça devient des étalons. Et puis, ben, certains de ces étalons sont devenus internationaux, et ça sert encore aujourd'hui de référence. Il y a quelques années, j'étais dans le train entre Paris et Orléans avec des collègues japonais, et je leur ai dit, ben, ici on va passer à côté d'Étampes, Étampes et Stampiens. Ils se sont levés comme un Jack in the Box, là, et tac, 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 ils ont fait des photos, vous voyez, le long de la voie ferrée avec les arbres. Je ne sais pas s'ils l'ont vu, mais ça fait rien. Ils voulaient pouvoir montrer, j'ai vu les stratotypes du Stampien, voici des photos. Parce que ce sont, un japonais sait exactement ce que c'est que le Stampien, c'est exact, un chinois aussi, ou un argentin. Ce sont des échelles internationales, donc ça doit servir, ce sont des étalons qui donc méritent d'être conservés. Alors ça c'est dû à Dorbigny, etc. Et puis il y a un ensemble de stratotypes, enfin stratotype le moins semble un peu complexe, ce sont des types de couches, hein, des types de strates. Et il y en a 43 en France. Alors un stratotype, c'est pas comme le maître étalon, ça ne peut pas être enfermé dans le pavillon de Breteuil, il faut le laisser dans la nature. Donc on arrive là aussi naturellement à la notion de patrimoine géologique, c'est-à-dire c'est des cailloux qu'on a chez soi, enfin des talus, des couches, mais qu'il faut conserver parce que ben, c'est une référence internationale. Alors je dis ça, c'est parce que moi j'habite un tout petit village près de la région d'Étampes, où il y a l'un de ces stratotypes du Stampien. Et pendant des années, j'avais expliqué à Madame le maire qu'il fallait protéger. Elle m'a dit, c'est un talus à lapin, vous êtes gentil, mais voilà. Bon, j'étais gentil, tant que je leur foutais la paix, elle voulait bien que ce soit conservé, mais il n'était pas question de dépenser 3 sous pour les mettre un grillage pour empêcher les gens. Et puis j'ai fait un article dans le bulletin municipal en disant, je vais leur expliquer. Bon, ils ont été contents de prendre mon article, mais j'ai bien vu que l'écho était nul. Et quand même, quelques années après, elle m'a appelé, elle m'a dit, dites-moi, vous avez parlé du machin à lapin, là, la rue de la Vallée aux Loups, c'était quoi votre truc là? Parce que j'ai vu que depuis quelques week-ends, là, il y a des bus d'Allemands et de Hollandais qui viennent avec des brouettes et des sacs, ils emmènent tout le sable. Mais c'est pourquoi ça? Ben, j'ai dit, c'est une référence internationale, madame. Elle a dit, mais c'est important alors? Ah, j'ai dit, bah oui, tiens. Ben, vous voyez, nul n'est prophète dans son pays en fait. Mais, bon, ça fait rien. Elle avait compris qu'il commençait à y avoir quelque chose. Bon, maintenant c'est protégé, etc. Ça pose plus de problème.
Et c'est pour faire savoir ce genre de choses que j'ai lancé une collection de livres, par exemple ici, Stratotype lutétien, lutétien pour lutétien à Paris. Et pour ces livres, pour bien montrer que je ne veux pas parler que de cailloux, vous voyez, j'ai pris cette succession de ce dessin, qui est en fait un dessin de Cuvier. Choisissant ça, j'ai montré qu'on s'intégrait tout de suite dans la notion de histoire, histoire des sciences. Et puis j'ai mis un portail d'église parce que les cailloux qu'on a ici, c'est utilisé dans notre architecture. Donc notre architecture dépend de la géologie locale. Enfin voilà, c'est ça qu'on a essayé de lancer. Et puis, alors, par exemple, si vous êtes dans le sud-est de la France, ici, si vous êtes avec un géologue, barème, il va dire barème, barémien. C'est un étage, c'est du Crétacé, ça peut près 120 millions d'années, peu importe. Donc là, cette année-là, j'étais en vacances, en famille, je passe, je vois barème vite, je vais m'arrêter, je vais faire la photo du panneau barème pour les étudiants, barème, barémien. Alors bien sûr, vous imaginez, vous voyez la route, ici une barrière, je me fais engueuler par voilà, la personne qui était à côté de moi en disant, mais on va avoir accident pour photographier un panneau le long de la route, franchement, t'es un peu bizarre quand même. Et bon, alors ça fait rien, je vais faire ma photo en vitesse, je regarde, je dis, t'as vu, c'est la route Napoléon, je l'ai pas vu, alors vous voyez, dans ces cas-là, on essaie de trouver un prétexte. Bon. Et puis je dis, ben, on va aller au centre-ville, elle dit, bon, d'accord, on est en vacances. Donc on est ici à Barème, c'est un petit village, vous voyez, centre-ville, Barème Downtown, sa grande place, ses commerces, son parking. Et puis ben, on y voit un panneau, alors sur le panneau, on regarde Fontaine aux Ammonites, le barémien, ah, déjà. Dans la ville, ils savent que Barème, barémien, dès le 19e siècle, les géologues, aux alentours de Barème, les géologues identifient un nouvel étage, Richard Fossile le baptise, le barémien est né. Ben, je dis bravo. Eux ont conscience qu'ils ont un patrimoine chez eux, ils se sont réappropriés, donc là je suis tranquille, ils vont se le protéger parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose de chez eux. Et c'est tellement vrai que dans la fontaine, vous voyez, quand on la regarde dedans, il y a plein d'ammonites. Dans la ville, on voit partout ce type de fossile qui est caractéristique de cet étage barémien, c'est une ammonite déroulée, un peu bizarre. Et vous voyez, alors il y en a partout dans Barème. Alors, vous voyez, c'est une style de sculpture comme ça que l'on voit. Comme vous voyez souvent à l'entrée des villes, vous voyez des machins un peu bizarres, vous ne savez pas ce que c'est, généralement ça s'appelle de l'art. Et bien, à Barème, ils ont utilisé des objets naturels pour représenter. Et vous voyez, même devant la mairie, par terre, ils ont mis cette ammonite par terre. Alors la mairie, là, je n'ai pas mis les photos, mais même dans toute mairie, il faut qu'il y ait Marianne. Ben, la pauvre Marianne, dans la mairie de Barème, elle est mise, parce que vraiment il faut qu'elle soit mise, mais elle est dans un petit coin. Partout il y a des ammonites en fait, parce qu'ils ont bien compris que c'était l'ammonite qui était importante chez eux, mais Marianne, ils lui ont quand même laissé une petite place. Et puis, donc j'ai dit qu'on était sur une petite place avec les commerces, parce que si on regarde les commerces, il y avait par exemple la boulangerie, avec la fontaine, hein, vous retrouvez la fontaine, vous regardez la boulangerie, et si on s'approche de la boulangerie, vous voyez, même les miches de la boulangère ont une forme d'ammonite. Donc, ils se sont réellement appropriés leur patrimoine, et non seulement ils se sont appropriés, ils le protègent, mais ils l'utilisent comme motif, comme raison de développement économique, parce qu'ils en ont fait un label artisanal, hein, les façonneurs de mémoire, et ici c'est le potier, qui représente des ammonites dans ses poteries, mais même le chocolatier, vous voyez, il fait des constructions en chocolat où on retrouve ces ammonites. Et puis ils ont voulu montrer aussi que s'intéresser au patrimoine géologique, ce n'est pas que regarder le passé, c'est aussi être dans le monde présent. Donc ils ont demandé à des artistes de faire des constructions qui évoquent toujours le thème quand même du patrimoine. Et il y a même Goodworthy qui fait plein de constructions en land art sur le terroir de la commune. Et dans leur musée, ils ont mis là les vrais objets, là ne sont pas des moulages de ces ammonites un peu bizarres. Et ils ont demandé à un artiste d'évoquer ça et de mettre un peu plus ce genre de choses en couleur. Alors c'est donc des tranches de temps, j'ai dit des couches de terrain, ça représente des tranches de temps. Mais il faut faire attention, parce que généralement on pense que plus il y a d'épaisseur, plus il y a de temps enregistré. C'est absolument pas le cas, parce que voilà, ici, on est toujours dans le sud-est de la France, vous voyez, il y a des bancs qui font à peu près 5 mètres, il y en a d'autres qui font 2 mètres, mais en fait, chaque banc ici, il s'est déposé en quelques heures, ou j'ai mis quelques mois, mais j'y crois pas, ça peut être quelques jours. En fait, ce sont des dépôts de tempête. Donc une durée de tempête, mais il peut y avoir un dépôt comme ceci. Et puis après, ben, il ne se passe plus rien. Et donc il n'y a pas de dépôt qui s'enregistre. Et ça peut durer une année, 10 ans, 10 000 ans. Et puis après, ben, à nouveau se dépose une tempête, etc. Donc on a un ensemble. Et donc, hein, ça pouvait être une tempête plus violente que celle-ci, etc. Donc attention, c'est pas parce que c'est épais que ça représente du temps. Mais ici, je montre l'inverse, mais l'inverse n'est pas vrai non plus. Il n'y a aucune logique, aucune relation directe entre l'épaisseur et le temps passé.
Donc l'épaisseur n'est pas une fonction du temps, ni en corrélation, ça veut dire ni plus c'est épais, plus il y a de temps, ni en anticorrélation, ça veut dire moins c'est épais, plus il y a de temps. Hein, ça n'a rien à voir. L'épaisseur et la durée n'ont rien à voir. Pourquoi j'insiste là-dessus? Ben, c'est parce que ça a des incidences pour l'évolution. Si on reprend ces bancs que l'on a vus tout à l'heure, vous voyez, j'ai schématisé ici un peu les bancs de grès, on fait des mesures sur des espèces dans ces bancs, et on obtient ce résultat, on a mesuré longueur sur largeur, et on a ce résultat. Alors, quand on voit ça, ben, on est tenté de relier les points dans ce genre de courbe. Et puis, on se dit, mais ça, ce genre de choses, mais ça me dit quelque chose dans la théorie de l'évolution, ça s'appelle les équilibres ponctués de Eldredge et Gould. Gould, c'était un monsieur très connu qui écrivait beaucoup sur l'évolution. Donc les équilibres ponctués, ça veut dire que les organismes n'évoluent pas, ou très lentement, et puis de temps en temps, il y a des petits sauts dans l'évolution. Tac, un petit saut. Ça évolue gentiment, et il y a un petit saut. Donc ça pouvait être une magnifique illustration des équilibres ponctués de Eldredge et Gould. Mais ça, j'ai parlé d'épaisseur, je n'ai pas parlé de temps. Pour que ce soit représentatif, il faut que je m'intéresse au temps. Et si je mets le temps là-dessus, voilà ce que j'ai comme courbe. C'est-à-dire que j'ai un enregistrement, du temps qui passe, mais pas d'enregistrement, un enregistrement, du temps qui passe, et je n'ai plus du tout une illustration des équilibres ponctués de Eldredge et Gould. J'ai tout simplement un enregistrement discontinu. Vous voyez? Maîtriser le temps par rapport à l'épaisseur, ça c'est une illustration de la théorie de l'évolution, ça on dit, il n'y a pas du tout une illustration des équilibres ponctués. Et à ma connaissance, je ne dis pas que je connais tout, tous les exemples qu'avait pris Eldredge et Gould pour parler d'équilibres ponctués, ben en fait c'était des enregistrements discontinus. Vous voyez l'intérêt de la connaissance du temps par rapport à l'épaisseur sur l'influence que ça peut avoir sur les conclusions quant à l'évolution. Alors voici une carte du monde, on peut dire c'est une carte géologique, c'est vrai, c'est une carte géologique, et généralement, quand on dit qu'est-ce qu'une carte géologique, c'est une carte de cailloux, ben non, une carte géologique n'est pas une carte de cailloux. Une carte géologique, c'est une carte de temps. Parce que il y a des couleurs, alors c'est au niveau international, là aussi, et alors ici, l'échelle de couleurs ne correspond pas, c'est dommage, mais vous voyez, il y a du jaune, il y a de jaune, orange, vert, bleu, violet. Ça, c'est le secondaire, c'est ce qu'on retrouve ici. Et dans la mesure où ce n'est pas une carte de cailloux, que c'est une carte de temps, que vous avez ici ce que ça dit, ben donc vous pouvez lire ce que dit cette carte. Si c'est une carte de cailloux, vous dites, mais moi je ne peux pas lire, c'est de la géologie, je n'y connais rien. Mais si vous y connaissez, vous connaissez suffisamment, il suffit de savoir ce que veut dire cette couleur. Et puis par exemple, on va lire, alors on ne va pas lire les continents, ça a l'air un peu compliqué, on va lire les océans. C'est quand même 75%, 70% de la surface terrestre. Donc on peut expliquer déjà, comprendre les trois quarts de l'histoire de la Terre. Ben, si on regarde ceci, mais on voit d'abord qu'ici au milieu de l'Atlantique, vous voyez l'océan Atlantique, on est au milieu, il y a du rouge, c'est l'actuel. Et sur le côté, on a du jaune, de l'orange, du vert. On a du jaune, de l'orange, du vert. Donc c'est symétrique. Donc là, on dit, ah, plus on s'éloigne, plus c'est vieux. Parce que là, du jaune, de l'orange, du vert. Et c'est plus vieux, hein, ça c'est à peu près 100 millions d'années, on va dire 100, 50, etc. Donc ici on est à 100 millions d'années, 50 millions, 0, 50, 100. Ben, tout simplement, on a là une illustration de l'Atlantique qui est en train de s'ouvrir. On n'est pas géologue, on lit, on le voit. Hein, on n'est pas malin, on le voit. Et on dit, ben donc c'est symétrique, l'Atlantique s'ouvre, et il s'ouvre depuis quand? Ben depuis quand? Ben depuis le vert foncé. Depuis le vert foncé, donc c'est la base du Crétacé. Donc on pourrait dire depuis 120 millions d'années. Ça fait rien. On peut déjà dire depuis la base du Crétacé. L'océan Atlantique du Sud s'ouvre depuis le Crétacé. Voilà. Vous n'êtes pas géologue, mais vous le lisez, vous savez le dire. Et de même que si on regarde cette partie ici de l'Atlantique, ah, il y a une petite chose en plus, il y a du bleu de chaque côté. Vous voyez, en plus qu'ici, il y a du bleu. Ben du bleu, ah, c'est plus ancien. Ah donc l'Atlantique Nord s'est ouvert avant l'Atlantique Sud. Bon, ça se lit tout à fait facilement. Et puis l'Atlantique Nord-Nord, ah, ben lui, il n'y a que de l'orange. Ah ben lui, il ne s'ouvre que depuis 50 millions d'années. Donc on voit que l'Atlantique s'est ouvert à trois époques différentes. D'abord, ici, il y a à peu près 150 millions d'années, l'Atlantique Nord. L'Atlantique Sud s'est ouvert bien après, et la partie la plus septentrionale s'est ouverte encore après. Vous n'êtes pas géologue, vous savez le lire. Alors, on pourrait regarder aussi le Pacifique, c'est la même chose, hein. Rouge, jaune, orange, vert, rouge, jaune, orange, vert, sauf qu'ici, le jaune est beaucoup plus large que l'Atlantique. Comme le jaune, c'est toujours la même période de temps, mais qu'il y en a plus, ça veut dire que ça s'est ouvert plus vite.
ça se lit, ça se voit, il ne faut pas être géologue, on le voit bien, ça s'ouvre beaucoup plus vite. Et puis, bon, ça s'ouvre aussi, donc on pourrait aller sur le côté, ici, donc on revient par ici, ça s'ouvre depuis le bleu aussi, là, cette partie-là s'est ouverte depuis le Jurassique, et ici, ici c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai, il n'y a pas de verre. Ah oui, c'est parce que vous avez entendu parler de subduction, vous voyez, il y a un trait noir qui est un peu spécial, la subduction, c'est des plaques qui passent les unes sous les autres. Eh bien, ça veut dire que les choses ont été enregistrées, ici, et puis, ben, c'est enfoui dans la Terre, là, de part et d'autre. Donc, du fait qu'il y a le fonctionnement de la planète, il y a ces enregistrements, qu'on voit ici dans l'Atlantique, et dans le Pacifique, mais du fait que, ici, ça s'écarte, hein, si vous écartez ça, et que là, ça écarte, il faut bien qu'à un endroit, soit ça monte et ça fait des milliers de kilomètres, soit ça s'enfonce dans la Terre, et en fait, c'est ce qui se passe, ça s'enfonce dans la Terre. Eh bien, du fait que la Terre fonctionne, ben, de elle-même, elle détruit ce qu'elle a enregistré. Et ça me dit un petit quelque chose. Vous vous souvenez tout à l'heure, le Chronos de Goya, du fait qu'il vit, ben, il mange lui-même ses propres enfants, ben, du même de fonctionnement de la Terre, elle fournit des sédiments qui sont dans enregistrements, mais du fait même qu'elle fonctionne, elle détruit elle-même ses propres enregistrements. Alors donc on a réussi à construire une échelle de temps, mais c'est une échelle relative, plus jeune, plus vieux, on l'a dit, et c'est donc une échelle discontinue, c'est avec beaucoup de lacunes. L'objectif du géologue, c'est d'avoir une idée d'un temps continu, même si on l'a à partir d'informations discontinues, parce que le temps géologique, c'est un temps passé, c'est un temps qu'on essaie de recomposer, parce qu'on ne peut pas le saisir directement. Alors ça, c'est une photo de couche que j'aime bien, parce que pour moi, ça traduit tout à fait ce qu'est la géologie. On a ici la mer qui détruit les couches, et mais de la même façon que le temps détruit les enregistrements. Vous voyez, ces couches ressemblent un peu à un vieux livre, mais de la même façon, en fait, il y a une histoire qui est enregistrée dans chaque couche, comme il y a une histoire qui nous est racontée dans chaque page d'un livre. Et donc, pour connaître l'histoire de la Terre, il faudrait pouvoir lire l'ensemble des couches, mais sauf que pour l'histoire de la Terre, toutes les couches ne sont pas conservées. En fait, quand j'ai dit que c'est une page d'un livre, c'est un peu plus complexe qu'une page d'un livre. Ce serait un livre fait de palimpsestes. Vous voyez ce que sont les palimpsestes? Ce sont ces parchemins sur lesquels on écrivait, et quand on n'en avait plus besoin, parce que le contrat commercial est terminé, on grattait, puis on écrivait une autre histoire dessus. C'est-à-dire que sur chaque feuillet, il y a plusieurs histoires d'enregistrer. Bien, la géologie, c'est souvent la même chose. Il y a plusieurs histoires d'enregistrer sur chacune des pages. Et puis, le géologue essaie de lire ce qu'il y a dans le caillou, parce que généralement, un caillou, pour la plupart des gens, un caillou, c'est gris. Ça n'a aucun intérêt. Hein, c'est ce qui empêche de marcher. C'est le caillou qu'on a dans la chaussure, qui fait mal quand on marche, ou qui nous fait tomber. Alors que le géologue, lui, est passionné, il dit « Oh, c'est un caillou, hein, on va dire, ça nous raconte ça et ça. » Ils sont un peu... Voilà. Mais non, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas fumé spécialement, ils ont appris à lire le caillou. De même que quand moi je tombe sur un livre de chinois, je trouve ça d'un intérêt modeste. Peut-être que pour bloquer un meuble, c'est bien, ou pour allumer la cheminée, mais parce que ça n'a aucun intérêt un livre de chinois, alors que peut-être que si j'apprenais à lire le chinois, ça me raconterait des histoires merveilleuses. Et les cailloux, ils nous racontent des histoires merveilleuses, ils nous racontent des histoires de petits organismes qui sont tout beaux, ils étaient tellement nombreux qu'ils ont construit des falaises. Ça nous rend compte ailleurs que de temps en temps, il y avait aussi des gros bestiaux qui vivaient, qui faisaient 20 mètres de long, 30 tonnes. On les voit se déplacer, on imagine le paysage qui tremble à chaque fois qu'il se déplace, etc. Ça s'appelle les dinosaures, etc. Bref, c'est tout à fait fantastique. Alors, il y a quelques années, j'ai participé à une manifestation à Toulouse qui s'appelle Scientilivre. C'est un festival de livres scientifiques. Et puis là, il y avait aussi, donc il y a plusieurs conférences, il y a des interviews, des machins. Ils m'ont demandé de participer à une table ronde sur la science-fiction. Je leur ai dit non, ça je veux pas, parce que j'y connais rien. Puis après on dit mais si, ben, je dis non, j'y connais rien et j'aime pas. Puis ils m'ont dit ben justement venez. Ah bon. Après je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter? J'aime pas, je n'y connais rien. Puis, je me suis posé donc la question quand même, j'avais 2-3 heures. Mais je me suis dit mais pourquoi j'aime pas la science-fiction? Mais je me demande si je n'aime pas la science-fiction parce que j'en ai pas besoin pour rêver. Parce que moi j'ai ça pour rêver. Les cailloux me donnent des choses tout à fait... Voilà, je vous ai parlé de ces grands dinosaures. Et moi les continents, que je les vois se déplacer, se rapprocher, s'épouser, se chevaucher, après éventuellement divorcer, etc. Bref, ça me raconte des belles histoires, ça me fait rêver, et même les millions d'années me fait rêver, parce que les cailloux, moi je les vois se plisser, se déplier, etc. etc. Bref, peut-être que je n'ai pas besoin de... Mon rêve, peut-être que je l'ai avec la géologie et que j'ai peut-être pas besoin de science-fiction. Je ne vous dis pas que c'est vrai, c'est l'état de ma réflexion simplement. Alors donc,
on cherche à reconstituer une histoire parce que seuls sont gardés dans les terrains et donc elles exhibent des traces du temps et non pas le temps lui-même. Par exemple, voici des troncs d'arbres dans le désert d'Arizona. Alors vous voyez, c'est tout à fait fantastique. On voit bien que c'est un tronc d'arbre, on dirait même qu'il a été scié le week-end précédent. Et pourtant, ça, c'est un tronc d'arbre qui a 200 millions d'années. 200 millions d'années. Et vous voyez, c'est parfaitement conservé. On en a d'autres. Alors là, il est encore plus vieux. Vous voyez, 275 millions d'années. Et dedans, quand on l'a, ça a été scié. Et vous voyez, c'est comme un arbre qui a été scié. On y retrouve toutes les différentes cernes. Et vous savez qu'avec l'épaisseur des cernes, on arrive à reconstituer le type de saison qu'il y a eu. Hein, si c'était chaud, humide, froid et sec, etc., etc. Eh bien ici, on a une centaine de cernes, on peut décrire les saisons telles qu'elles ont été, elles se sont déroulées pendant un siècle. C'est tout à fait fantastique. Voilà, il y a 275 millions d'années, enfin, il y a environ 275 millions d'années. Et c'est là où c'est quand même, c'est l'une des difficultés de la géologie parfois. On a une énorme précision, parce que quand même on peut donner toutes les saisons, sur quelque chose il y a environ 275 millions d'années. Donc on ne sait pas si c'est à 5 ou 10 millions d'années près. C'est-à-dire au total, si c'est 5 millions ou 10 en plus, hein, ça peut faire 10 ou 20. Donc sur une fourchette d'environ 20 millions d'années, on ne sait pas où le placer. Mais on s'est reconstitué pendant un siècle les saisons qui sont succédées. Et ça, en fait, c'est l'une des difficultés. Généralement, on oublie quand on est géologue. On voit ça, on dit qu'il y a 275 millions d'années, je te reconstitue le climat. Non, gars, c'est pas le climat, c'est il y a environ. Bon, c'est l'une des difficultés, mais enfin, si c'était facile, on n'aurait pas de mérite. Donc, au XVIIIe siècle, Buffon, vous savez, c'est ce monsieur qui avait calculé les cernes, enfin pas les cernes, les petites lamines dans les vallées. Et il a dit, bon, avec les sédiments, ça ne marche pas bien, je vais essayer autre chose. Donc, il part d'une hypothèse, comme d'autres, hein, que la Terre refroidisse depuis sa création. Alors, il s'était dit ça parce qu'il s'est dit, quand on descend dans les mines, plus on descend, plus il fait chaud. Donc, peut-être que la Terre, au début, c'était quelque chose d'extrêmement chaud et que tout doucement, ça refroidit. C'est pour ça qu'en surface, c'est acceptable, c'est parce que ça refroidit. Donc, il dit, ben, ce qu'on va faire, si c'est vrai, il était propriétaire de forges dans la région de Buffon, donc en Bourgogne, hein, Buffon c'est en Bourgogne, à côté de Montbard. Donc il fait réaliser des boulets de fer de tailles différentes, des gros, des moyens, des petits, il en fait une dizaine, et il mesure la durée du refroidissement. Et il se dit, avec ça, je vais avoir une courbe, et puis cette courbe, à tel boulet, je vais la prolonger pour avoir un boulet de la taille de la Terre, et puis je saurai l'âge de la Terre. Voilà, c'était son approche. Et alors, vous vous rendez compte quand même de la difficulté, parce qu'il faisait chauffer à blanc. Quelle est la température d'un boulet à blanc? Il n'y avait pas de thermocouple. Hein. Donc la température était faite à l'œil du professionnel de ces maîtres de forge. Et alors la petite histoire nous dit aussi que de même que quand un boulet refroidit, quand peut-on dire que ça y est, top, il est à la température de la pièce? Est-ce que c'est pas un peu plus chaud, un peu? On ne sait pas. Alors la petite histoire nous dit que pour ça, comme les hommes ne sont pas sensibles à la température, les dames d'ailleurs nous le disent assez régulièrement, hein, on était complètement insensibles avec la grosse boue, mais les dames sont beaucoup plus sensibles. Donc Buffon avait intégré cette donnée et il faisait venir des dames, et plus les dames sont jeunes, plus elles sont sensibles. Et la partie interne du bras, c'est une peau très fine, donc c'est une peau extrêmement sensible. Donc pour des seules raisons scientifiques. Il faisait mesurer la température par la partie intérieure du bras des dames. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est une belle histoire. Et donc il a fait réaliser des boulets de fer, il a mesuré le temps nécessaire au refroidissement, et puis il a publié 25 000 ans. Oh, 25 000 ans. Mais on sait que la Terre a 6 000 ans. Alors il a eu des ennuis avec l'Église. Et il a dû se réfugier en Bourgogne, parce qu'il était menacé d'emprisonnement. Mais réellement. Donc, il s'est réfugié en Bourgogne pour ne pas être emprisonné. Pourtant, c'était Buffon, un responsable du Jardin de la Loi, un comte, c'était pas monsieur n'importe qui. Et puis bah, il a eu des ennuis, donc il a dit, mais pourquoi vous me mettez en prison? Parce que, voilà, j'ai rien dit contre la Bible. Il dit, mais si tu dis que ça a 25 000 ans, nous on dit que ça a 6 000 ans. Mais il dit, mais là il a été astucieux. Il a dit, mais je ne vous ai pas dit que c'était la vérité. Il a dit, moi, si je fais ça, je trouve 25 000 ans. Mais je n'ai pas dit que c'est la vérité. Alors l'Église a dû se dire, oh, ben, si de lui-même il dit que c'est des bêtises, mais écrivez-le donc. Donc, sauf la première édition, sur les autres volumes, il est écrit en dernière page, ça ce sont que des expériences, et voilà,
je ne sais pas les mots exacts, mais c'est du style, ce n'est qu'un jeu intellectuel. Donc de lui-même, il disait, moi je trouve ça très astucieux. Il donne tous les éléments, mais il dit, bon, non, je ne vous dis pas que c'est la vérité. Et ce en quoi il était très scientifique, il dit, moi je vous dis que c'est la vérité. Et vous voyez, l'Église qui dit, etc. Bref, il a publié 25 000 ans, il a continué à travailler, et puis il a publié 50 000 ans, même motif, même punition. Il a dû se réfugier sur ces terres de Bourgogne, et puis il a publié aussi 75 000 ans, même chose, il a dû se réfugier sur ces terres en Bourgogne parce qu'il était menacé d'emprisonnement. Et dans ses notes, il a 10 millions d'années. Et ça, il ne l'a jamais publié. Alors, je ne sais pas s'il ne l'a pas publié. À un moment, je disais, il n'a jamais osé publier ce chiffre. Et puis dans la salle, il y avait un historien qui m'a dit après, pourquoi vous dites qu'il n'a pas osé publier ce chiffre? Je dis, il a 10 millions d'années, il n'a pas publié. Il dit, oui, mais vous avez écrit, il n'a pas osé. Et c'est vrai qu'on ne sait pas s'il n'a pas osé. Il n'y a pas d'élément qui nous permet de... Peut-être que lui-même n'y croyait pas, mais moi je suis convaincu, mais ce n'est qu'une conviction personnelle, qu'il n'a pas osé publier ce chiffre, parce que j'ai cette conviction, voici M. de Buffon, parce qu'à la fin des époques de la nature, il dit, le temps semble fuir et s'étendre à mesure que nous cherchons le cire. Vous voyez, plus je travaille sur le temps de la Terre, plus j'ai tendance à dire que c'est vieux. Mais enfin bon, il n'a jamais publié ces 10 millions d'années. Alors bien sûr, quand il a publié ça, il y a des gens qui étaient d'accord avec lui, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Et par exemple, il y a des gens qui étaient contre, dont le fameux Jean-Étienne Guettard dont j'ai parlé. Alors Guettard, bon, c'est un inconnu, mais c'est quand même le premier qui a compris que les monts d'Auvergne, c'était des volcans et pas des tas de cendres des Romains. On pensait que c'était des scories. C'est aussi le monsieur qui a trouvé le kaolin en France. C'est le monsieur donc qui est à l'origine de notre manufacture de sel. C'est le monsieur qui a compris qu'il fallait mettre de l'argile dans le papier pour en faire du papier couché, etc., etc., etc. Bref, il a fait beaucoup de choses, mais c'était un monsieur très profondément religieux, et donc il a écrit à Buffon, quand il avait publié ses chiffres. Donc ça c'est une lettre que j'ai retrouvée au muséum, qui dit encore des buffonnades, mon cher comte. Jusqu'à quand serez-vous le Cyrano de Bergerac? Comment, avec l'esprit brillant que vous avez, avec la plume élégante et délicate dont vous tracez vos idées hypothétiques, est-ce que vous ne pouviez embellir les vérités connues? Est-ce que vous ne pouviez embellir les vérités? Mais on retrouve là le janséniste, hein, il faut rester... votre esprit est donc porté au romanesque, et bien faites des romans, mais qui ne soient point physiques. Physique, à l'époque, ça voulait dire scientifique. Ou plutôt n'en faites d'aucun genre. Vous voulez brillanter tout ce que vous dites, mais pourquoi donner ce brillant à la vérité? Encore une fois, le janséniste ressort. Elle serait toute nue, jugez quel attrait l'on aurait pour elle, si vous ne l'aviez pommadée à votre façon. Il est bien tard, il est vrai, pour revenir sur vos pas, mais vous êtes donc incorrigible. Cela n'est pas bien, mon cher comte, cela n'est pas bien. On sent la violence de l'opposition, et quand même, vous remarquez l'élégance, il n'y a pas de nom d'oiseau, il y a... je trouve ça quand même très élégant. Alors donc, il y a des gens qui étaient contre les hypothèses, les propositions de Buffon, bien sûr, il y en a qui étaient les pour, et parmi les pour, j'en ai choisi un parce que c'est un biologiste. Et je l'ai choisi parce que justement, avec lui, le temps long fait éruption en biologie, donc dans les théories de l'évolution. Et c'est donc Jean-Baptiste Lamarck qui dit « Oh, quelle est grande l'antiquité du globe terrestre, et combien sont petites les idées de ceux qui attribuent à l'existence d'une globe une durée de 6000 et quelques cents ans depuis son origine jusqu'à nos jours. » Vous voyez, avec Jean-Baptiste Lamarck, il intègre cette notion de millions d'années dans les théories de l'évolution. Parce que c'est vrai que j'étais passé tout à l'heure rapidement sur d'Orbigny. D'Orbigny, après Cuvier avait dit qu'il y avait des révolutions. Parce qu'il a vu que dans un certain nombre de couches, il y avait un certain type de fossiles. Je veux dire ABC. Puis un autre ensemble de couches au-dessus, il y a des fossiles DEF, etc., etc. Donc il dit, pendant un moment, il y a des fossiles qui vivent, enfin, il y a des organismes qui vivent qui vont donner les fossiles de type ABC, puis il se passe quelque chose, parce qu'après on a les fossiles ABC, DEF, donc il se passe quelque chose, et Cuvier a parlé de révolution. Et c'est là où d'Orbigny a parlé de catastrophe. Alors aujourd'hui, on a des étudiants qui disent, et c'est quand même un peu simpliste comme approche de parler de catastrophe, c'est peut-être simplement une évolution. Sauf que, à l'époque, ils savaient que si l'empilement des couches terrestres faisait ça, ils ne travaillaient que sur la partie supérieure. Et là-dedans, d'Orbigny avait vu 24 changements importants. Si l'ensemble fait à peu près 6000 ans, vous vous doutez que ça fait très peu, ça fait moins de 1000 ans. Et si on veut tous ces changements en moins de 1000 ans, le changement doit être quasi catastrophique. Alors que bien sûr, si on utilise des 10 millions d'années, on n'est pas du tout obligé de parler de catastrophe, on peut parler d'évolution et pas de révolution. Donc avec Lamarck, le temps fait irruption en géologie.
Et puis il y a un siècle, on a la découverte de la radioactivité. Alors la radioactivité, c'est donc un corps qui existe, qui est instable, qui se transforme en un autre corps. Donc c'est uranium, thorium, uranium, plomb, etc. Peu importe. Ce qui importe de retenir, c'est que la vitesse de désintégration est constante. Donc, on peut avoir un âge. Il suffit de mesurer les rapports. Alors, le principe est très simple, c'est ceci. On a des boules bleues instables qui se transforment en boules blanches. Et puis, plus le temps passe, moins on a de boules bleues. Mais bien sûr, à l'inverse, plus le temps passe, plus on a de boules blanches. Donc, il suffit de mesurer le rapport de l'un sur l'autre pour avoir l'âge. D'accord? Le principe est très simple. Et quand on dit on fait une datation, par exemple, au carbone 14, c'est ce principe-là que l'on utilise. Hein, c'est tout simple, sauf qu'il faut faire attention. Dans ces récipients, il faut faire attention qu'il n'y a pas un trou qui fait qu'il y a des boules blanches qui s'en vont. Ou à l'inverse, qu'il n'y a pas des boules bleues qui arrivent, ou des boules bleues qui s'en vont. Bref, il faut qu'on ait ce qu'on appelle un système fermé. Sinon, bien sûr, le rapport que l'on a ne signifie rien. Et c'est là où je disais tout à l'heure, avec ça, on ne mesure pas un âge. On mesure un rapport entre éléments chimiques. Et c'est ce rapport qu'on interprète en termes d'âge. Si on suppose que le bocal ne s'est ni ouvert, ni rien, c'est correct. Si à un moment donné il s'est ouvert et qu'on a des éléments bleus qui ont pu rentrer ou des éléments blancs qui ont pu sortir, etc., ben, on a toujours un rapport isotopique, un rapport entre éléments chimiques, mais qui n'a aucune signification. C'est pour ça qu'il faut retenir, on ne mesure pas un âge, on mesure un rapport entre éléments chimiques qu'on interprète en termes d'âge. Parce que si on prend un caillou de la région, qu'on fait une datation dessus, c'est simple, il n'y a pas eu d'histoire compliquée. Mais si vous prenez un caillou du milieu des Alpes, où il y a eu du métamorphisme, ça a échauffé, etc., il y a des chances que ce bocal, à un moment donné, se soit ouvert, ou ait été chauffé, etc. Donc, l'interprétation n'est pas du tout aussi facile. D'accord? Donc, on a des âges chiffrés, et l'intérêt d'avoir des âges chiffrés, ben, c'est que, c'est comme si on a ceci. Comme ce sont des chiffres, ben, on peut faire des relations entre les chiffres, on peut faire des interpolations, on peut aussi, bien sûr, à partir de ces chiffres, faire des extrapolations, c'est-à-dire qu'on peut recomposer un temps continu. Ce temps continu nous permet d'avoir accès à des vitesses de phénomènes, et ça, c'est tout à fait nouveau. Et si on a des vitesses de phénomènes, ben, on peut avoir accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès auparavant. Alors, avec la découverte de l'âge de la Terre, on a accès au temps profond. Alors, j'ai mis entre guillemets parce que c'est le sens que les philosophes ont donné à cette notion de temps. Et Buffon avait dit, le temps est le grand ouvrier de la nature. Il avait bien compris que c'était ça qui devenait important. Parce que mesurer l'âge des phénomènes permet de comprendre et d'apprécier des effets qui sont autrement pas imaginables. Par exemple, est-ce qu'une roche se plisse ou se casse? Alors, j'aurais pu prendre une ardoise, et puis j'essaie de la ployer, je vais faire ça, puis à un moment, elle va casser. Et je vous aurais dit, je vous ai démontré qu'une roche ne se plisse pas, elle casse. C'est une démonstration. Sauf que quand on se promène dans la nature, on voit parfois ce genre de roches qui sont très plissées. Et on dit, bah oui, mais là, c'est du Crétacé, ça a 120 millions d'années de crête, mais en 120 millions d'années, on peut plisser des roches. Ou il faut mettre des pressions énormes. Bah oui, il faut du temps, mais il ne faut pas forcément, entre la minute que j'utilise ici et puis les 120 millions d'années, ben, ce n'est pas forcément obligatoire de faire appel aux millions d'années, parce que par exemple, si on se promène dans des cimetières, on peut voir ce genre de plaques. Vous voyez ici, c'est donc 6J Madame Machin, et vous voyez la dalle ici qui ressort. Alors ça, c'est produit pourquoi? C'est parce que ben, quand on a voulu inscrire cela, Madame Machin et moi, on a demandé une dalle pour dire quelle était. Donc on a pris une pierre dans une carrière, et puis ben, cette pierre, elle était dans la carrière, il y avait d'autres pierres à côté, devant, partout, et elle était avec les autres, donc elle était sous pression. On l'extrait, il n'y a plus les autres, la pierre se détend, et elle augmente de taille. Mais si entre-temps, on l'a gravée, et surtout, on l'a enchâssée, comme c'est le cas ici, hein, pardon. Vous voyez ici, elle n'est pas clouée, elle est parfaitement enchâssée. Donc la seule façon qu'elle a de se détendre, ben, c'est de ployer. Alors ici, ben, c'est la même chose, vous voyez, on voit des pierres qui sont ployées. Alors tout ça, ça continue de voir ça dans les cimetières, parce qu'il y avait toute une époque où on utilisait justement, on enchâssait les pierres. Aujourd'hui, on les cloue. Et donc vous pouvez vous promener dans les cimetières et vous risquez de trouver ça. Alors ça, c'est fin 19e, début 20e que l'on trouve. Donc début 20e, ça veut dire que ben, ça a quelques décennies, on n'est pas obligé de faire appel à des millions d'années pour ployer les roches. Quelques décennies suffisent, mais on peut même le voir sur des
sur des plaques commémoratives inaugurées par monsieur le maire, machin, tel bâtiment. Si on se met bien le long du mur, mais on voit parfois certaines dalles comme ça qui ont été clouées, qui sont un peu gondolées, c'est ce qu'on appelle la relaxation de la pierre. Donc la pierre, il faut plus qu'une seconde pour la ployer, mais il ne faut pas non plus nécessairement des millions d'années, et c'est ça que permettait l'accès de la géologie. Alors les couleurs c'est un peu bizarre. Alors que permet aussi ce temps? Parfois prendre en compte ce temps immense permettrait d'éviter des grosses bêtises. Vous vous souvenez, il y a quelques années, je ne sais plus quand, 95, Arles, inondation à Arles. Et on entendait beaucoup dire, c'est l'aménagement, avec tous les parkings, etc., etc. D'autres disaient, c'est pas les parkings et les routes seulement qui empêchent l'infiltration, c'est la construction de la voie ferrée qui est surélevée, qui fait un barrage, etc. C'est à cause de l'homme qu'il y a des inondations à Arles. S'il n'y avait pas eu l'homme qui a fait tous ces travaux, il n'y aurait pas eu ces inondations, etc. Quand j'ai entendu ça, quand j'entends quelque chose, d'abord je prends une carte géologique. Carte géologique, carte de temps. Et puis, donc, je vois que ces terrains-là, alors je connais les terrains à Arles, parce que j'y suis passé une fois, vous voyez, c'est des graviers. Et puis là, j'ai vu que ça a à peu près 1 million d'années, ces graviers. Je me dis, attends, il y a 1 million d'années, l'homme, il n'y avait pas de construit de train, il n'y avait pas de camion non plus qui ont emporté les graviers. Seules des inondations peuvent apporter ces graviers. Donc, ça veut dire qu'à Arles, et dans toute cette région, c'est tout ce qui, pour vous, apparaît blanchâtre, tout ça, c'est le delta du Rhône. Tout ça, régulièrement, enfin pas régulièrement, pas de façon très régulière, mais de temps épisodiquement, il y a des inondations. Et ça fait 1 million d'années. Alors attention, je n'ai pas dit que l'homme n'y était pour rien. Hein, j'ai dit que peut-être il a exagéré le phénomène. Mais ce n'est pas lui la cause principale. La cause principale, ce n'est pas l'homme, c'est la nature, c'est le delta du Rhône. Alors bien sûr, si on fait des barrages en plus, et si on bétonne des routes, ça empêche l'infiltration. Ça augmente le phénomène, mais ce n'est pas la cause du phénomène. Hein? Donc, alors même chose, j'aurais pu prendre ce qu'il y a eu du côté des inondations, c'était à peu près à la même époque, je crois, du côté d'Amiens. Si on regarde la carte géologique, on voit que ça fait des centaines de milliers d'années que régulièrement il y a là des inondations. Donc, prendre en compte ce temps passé permet parfois d'éviter de dire des bêtises. Et on va passer... Parce que le temps passe et même le mien, hein, là. Donc il faut que j'accélère. Alors, quand on parle du temps de la Terre et du temps des fossiles, si la Terre s'est formée ici il y a à peu près 4,6 milliards d'années, si on est ici aujourd'hui, on a des fossiles à peu près jusqu'à un demi-milliard, mais même on peut dire 0,6 milliards d'années. Mais donc, même si on prend en compte l'ensemble des fossiles que l'on connaît, c'est les trilobites, etc., vous voyez, c'est les vieux. Même si on prend en compte toute cette biodiversité-là, on ne parle que de 13% de l'histoire de la Terre. Alors si vous dites, mais moi je m'intéresse qu'à la vie sera à peu près, on peut discuter, 3,5, 3,8, 4, si vous voulez, on peut en parler après. Bon, 3,8, en votre nom ici, même si on prend en compte que la vie, on ne prend en compte que 15% de l'histoire de la vie. En d'autres termes, même si je parle de la biodiversité, en remontant toujours à 600 millions d'années, ce qui est rare, j'ignore 85% de l'histoire de la biodiversité. J'ignore 85% de l'histoire de la biodiversité. Alors, encore plus, si je ne parle que depuis 2 décennies ou même depuis un siècle, j'ignore l'histoire de la biodiversité et j'ai la prétention de parler de la biodiversité du passé. Vous voyez, il faut faire très très attention là. Quand on veut, alors en plus bien sûr, si on veut tirer des plans sur la comète, dire ce qui va se passer en regardant que juste derrière, si vous voulez, c'est la même incorrection qu'aurait un capitaine de bateau quand il a un gros cargo et il dit moi je vais essayer de savoir où je vais, mais je regarde que 2 mètres derrière mon bateau. S'il ne voit pas le sillage, il y a une telle inertie qu'il ne peut pas deviner où va aller le bateau. Quand on fait des plans sur la comète avec la biodiversité en tenant compte que le récent, on ne peut pas dire des choses forcément très intelligentes. Et pour terminer, donc j'ai choisi justement ce tympan, parce que ici on y retrouve donc, avec un tympan, on a un affrontement de temps très différent. On a le million d'années de la roche, on a le relatif instantané du graveur qui nous a fait tout ça, qui a voulu représenter l'arrivée à la vie et le cyclique de l'homme, et tous les deux qui témoignent d'un infini, en fait une quête d'absolu. Et on peut avoir ce cyclique aussi avec
si vous prenez un appareil photo dirigé vers l'étoile polaire, vous laissez l'objectif ouvert, on a bien ce cycle que l'on voit. Et avec Corneille, on dira que le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il arrive des Montfond. Merci.